Comme toujours, on commence par le traditionnel vote de début d'épisode. Pour la prochaine fois, je vous propose une spéciale Brad Bird. On va donc avoir le choix entre le géant de fer d'un côté et À la poursuite de demain ou Tomorrowland de l'autre. Je vous laisse voter en commentaire pour votre film préféré et on en parle la prochaine fois. Au milieu des années 60, alors qu'il est pleinement investi dans sa trilogie du dollar qui marquera à jamais l'histoire du western spaghetti et du western en général, Sergio Leone tombe sur le roman largement autobiographique The Hoods, écrit sous le pseudonyme Harry Gray par Herschel Goldberg. Dans son livre, Goldberg raconte de façon partiellement romancée son passé de gangster, ses séjours en prison et l'évolution des États-Unis tel qu'il l'a vécu en étant né au tout début du siècle. Leone dévore le roman. Il le sait instantanément, ce livre sera le point de départ d'un de ses futurs films. Sergio Leone insiste pour rencontrer l'homme qui se cache derrière Harry Gray et il s'entretiendra à de nombreuses reprises avec lui durant de longues années. Grand fan des westerns de Sergio Leone, Herschel Goldberg est ravi à l'idée de voir un si grand cinéaste s'inspirer de sa vie et accepte de répondre à toutes ses questions pour recréer de la façon la plus réaliste possible une Amérique des années 20. Au début des années 70, démarre la recherche d'un co-scénariste. Sergio Leone contacte ainsi le jeune John Milius, futur metteur en scène de Graffiti Party et Conan le Barbare, qu'il a repéré sur ses premiers projets, notamment L'inspecteur Harry de Don Siegel et Jeremiah Johnson de Sidney Pollack. Malheureusement pour Sergio Leone, Milius est déjà occupé par de nombreux projets, dont 2 films qui lui demandent énormément de temps, Le Lion et le Vent, qu'il va mettre en scène, et un tout petit film facile à tourner dont personne n'entendra jamais plus parler, Apocalypse Now. Alors que son projet est encore très loin d'être concrétisé, Sergio Leone se voit proposer par la Paramount de réaliser un autre film de gangster, Le Parrain. Là encore, le film serait une adaptation d'un livre à succès. Là encore, il s'agit de retracer une certaine histoire de l'Amérique sous le prisme du genre. Cependant, Sergio Leone refuse. À peine sorti de son film Il était une fois la Révolution, deuxième opus de sa nouvelle et dernière trilogie, il lui semble évident que le livre de Harry Gray marquerait l'aboutissement parfait de la trilogie. À cette époque, Sergio Leone est encore très loin de se douter que la simple rédaction du scénario lui prendrait presque 12 ans. Pour marquer à quel point cette durée est impressionnante dans la filmographie de son auteur, 12 ans c'est également le temps sur lequel Sergio Leone a sorti tous ses autres films en tant que réalisateur, soit 7 longs métrages. On était donc parti pour une des écritures les plus longues de l'histoire du cinéma. Côté scénariste, de nombreux noms se succéderont. On trouve notamment le duo Benvenuti et Piero De Bernardi, qui avaient notamment collaboré sur Mariage à l'italienne ou Mes chers amis. Enrico Medioli, de son côté, on le retrouve sur des récits fleuves comme Rocco et ses frères, mais aussi des reconstitutions historiques impressionnantes en tant que co-scénariste sur le monument qu'est le Guépard de Visconti. Franco Arcali participera à l'écriture, bien qu'on le connaisse essentiellement en tant que monteur, notamment sur Le Dernier Tango à Paris, sorti en 1972. Un certain Franco Ferrini, méconnu à l'époque, participe également au projet. On le retrouvera plus tard chez Dario Argento, pour les scénarios de Phenomena, Opéra ou encore Trauma, mais aussi chez d'autres maîtres de l'horreur italienne, Lamberto Bava pour Démon en 85 et Soavi pour Sanctuaire en 89. L'auteur Stuart Kaminsky, qui n'avait encore jamais travaillé pour le cinéma, s'attaquera au dialogue, une collaboration qui ne sera cependant pas de tout repos. Read the entire script while I was sitting there, laughing, and he looked at it and he said, put it down on the side and he said, this is very funny. I don't want funny. Notons enfin la participation d'Ernesto Gastaldi, qui ne sera pas crédité au générique, et bien qu'on ne puisse pas savoir précisément sur quelle partie de l'écriture il s'est concentré, son profil est quand même vraiment atypique comparé aux autres, puisque la plupart de ses faits d'armes seront des séries B fauchées. Au-delà de la bataille qu'est l'écriture, une lutte légale se jouera autour des droits du roman de Harry Gray. Durant plusieurs années, Leone tente de négocier avec Dan Curtis, réalisateur-producteur ayant acquis les droits d'adaptation, qui refuse de les lui céder. Curtis plie enfin en 1976, et en 1981, un certain Arnon Milchan, dont on a déjà beaucoup parlé dans l'épisode précédent consacré à Brasil, accepte de soutenir le projet de Sergio Leone.
Milchan est jeune, idéaliste et surtout très loin de se douter qu'il va enchaîner désastre sur désastre au box-office en produisant coup sur coup La Valse des Pantins, Il était une fois en Amérique, Brésil et Legend. Excusez du peu. Au niveau du casting, Sergio Leone a largement eu le temps de changer d'avis. Quand il commence à imaginer le projet à la fin des années 60, Steve McQueen lui semble être une évidence pour le rôle de Noodles. Mais voilà, quand la production se concrétise en 81, ça fait déjà 1 an que l'acteur de légende est tragiquement décédé. Quelques années plus tôt, le premier acteur à passer officiellement une audition pour ce rôle sera donc Robert De Niro, qui finira par l'obtenir. Il est d'abord contacté en plein tournage du Parrain 2, soit avant d'exploser avec les sorties de Taxi Driver, Voyage au bout de l'enfer ou encore Raging Bull. Par précaution, Sergio Leone auditionnera tout de même d'autres acteurs pour le rôle, notamment Richard Dreyfuss, qui ne sera pas retenu. Notons également que Jack Nicholson et Al Pacino ont tout simplement refusé le rôle. Lorsqu'il apprit qu'il allait incarner Noodles, De Niro demanda une autorisation pour rencontrer le célèbre mafieux Meyer Lansky, demande qui fut rejetée. De nombreux noms prestigieux ont été évoqués. Gérard Depardieu et Jean Gabin devaient faire partie de l'aventure. Et même si j'avoue regretter de ne pas voir ces 2 monstres sacrés sous la caméra de Sergio Leone, j'ai quand même beaucoup de mal à imaginer Depardieu réciter ces lignes avec l'accent de Brooklyn. What I can say, because... Pour le rôle de Max, Sergio Leone avouera avoir auditionné 200 acteurs. Parmi eux, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, John Malkovich, Klaus Kinski et Joe Pesci. Au passage, il jouera finalement Frankie, et pour la petite anecdote, comme Pesci était un grand ami de Robert De Niro, lorsqu'il lui a refusé le rôle de Max, Sergio Leone lui a dit qu'il pouvait choisir n'importe quel autre rôle. Il se trouve qu'à l'origine, le rôle de Frankie était censé être bien plus conséquent que ce que l'on voit dans la version finale. C'est finalement James Wood qui obtiendra le rôle de Max. D'après la légende, Clint Eastwood a refusé de faire une apparition dans le rôle de Jimmy O'Donnell. Ça n'aurait rien de surprenant, puisqu'à l'époque, Eastwood et Sergio Leone étaient en froid. Sergio Leone a d'ailleurs déclaré à la sortie du film que Robert De Niro était un bien meilleur acteur que Clint Eastwood. Les 2 hommes finiront tout de même par faire la paix, quelques années plus tard. Jennifer Connelly, âgée de 12 ans au début du tournage, trouve ici son tout premier rôle au cinéma. Pour incarner le personnage de Carol, Sergio Leone va refuser l'audition de l'incroyable Claudia Cardinal, qu'il a pourtant déjà dirigée avec brio par le passé, simplement parce qu'il estime qu'elle ne sera pas crédible en new-yorkaise. L'actrice Tuesday Weld récupère donc le rôle. En tout, Sergio Leone aura auditionné 3000 acteurs et actrices pour les 110 rôles parlants. Les auditions et le repérage des lieux de tournage lui prennent ainsi près de 2 ans, de 1980 à 1982. Jusqu'au bout, ce projet prendra du temps et ne ressemblera à aucun autre. Le 14 juin 1982, le tournage débute enfin officiellement et il se déroule jusqu'en avril 1983. Au passage, entre la pré-production et l'année de tournage, le développement a pris tellement de temps que la bande originale du grand Ennio Morricone était déjà totalement bouclée alors que le film n'était même pas à moitié tourné. Pour mettre toute l'équipe dans l'ambiance, Sergio Leone diffusera donc régulièrement des extraits de la bande originale avant le tournage des séquences importantes. Pour la petite anecdote, si la composition d'Ennio Morricone n'a pas été nommée aux Oscars, alors qu'on considère souvent cet album comme une de ses plus grandes œuvres, c'est simplement parce que le distributeur américain n'a pas envoyé la fiche d'inscription à l'Académie. Imagine how horribly unorganized the release was, to a point that they forgot to enter Ennio Morricone's music. Probably the best score in the history of the movie business, by far. Comme quoi, l'administratif, ça n'a jamais rien de bon. Le tournage se déroule en partie dans les célèbres studios Cinecittà, en Italie, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en France. Cela dit, pour un film intitulé « Il était une fois en Amérique », l'immense majorité des séquences ne sont pas tournées en Amérique. Si le cinéaste espère initialement tourner plusieurs séquences à Hong Kong, il sera contraint d'annuler le voyage afin de limiter les coûts sur un budget qu'il va de toute façon dépasser. Le perfectionnisme de Sergio Leone va faire traîner le tournage. D'après les dires de certains techniciens, un plan large filmant une grande foule a demandé 36 prises pour à peine quelques secondes à l'écran.
Selon la légende, si la 35e semblait être la bonne tant sur le cadrage que sur la réussite formelle, Sergio Leone a remarqué qu'un enfant figurant regardait la caméra et a exigé une 36e prise. Pour guider l'esthétique du film, le cinéaste citera en inspiration principale les tableaux de Hopper, les illustrations de Norman Rockwell et les photographies de Jacob Riis. Comme c'était déjà le cas pour ses films avec Clint Eastwood, Sergio Leone ne parle pas anglais. Il dirige donc son casting anglophone soit par des gestes, soit par l'intermédiaire de 3 traducteurs différents. D'après les dires, le seul mot anglais que le cinéaste utilisait était « goodbye » à la fin des journées de tournage. Enfin, sur le tournage, plusieurs tensions apparurent, notamment entre James Woods et Robert De Niro. Woods était irrité de voir le temps que De Niro prenait pour suivre sa fameuse méthode d'acteur studio, consistant à tout faire pour être dans la peau du personnage et non pas simplement l'interpréter. Des années après le tournage, il déclarera « Je suis fatigué de ces conneries d'acteurs studio qui ruinent le cinéma depuis 40 ans. Il est 16h, tout le monde essaie de boucler une scène et eux, ils sont avec un coach à pleurnicher qu'ils ne sentent pas ceci ou cela. Viens réciter tes lignes et fous-nous la paix. » Difficile de faire plus clair. Après ce tournage épuisant de plus d'1 an, lors duquel il n'a cessé de voyager, mais aussi d'avoir la pression des producteurs alors que son budget initial est monté jusqu'à 30 millions de dollars, à peu près le double du budget moyen à Hollywood pour l'époque, Sergio Leone entre en salle de montage avec une première version qui fait entre 8 et 10 heures. Évidemment, personne ne verra jamais cette version longue initiale. Sergio Leone et son monteur, Nino Baragli, réduisent l'ensemble à 6 heures en espérant convaincre les producteurs de sortir le film en 2 parties. Mais voilà, ça ne prend pas du tout. Une des raisons de ce refus catégorique serait l'échec en 1976 du film 1900 de Bertolucci, sorti en 2 parties en Italie et qui a tout de même été un échec. Et puis entre les désastres astronomiques de La Porte du Paradis en 1980 et de L'étoffe des héros en 83, les films fleuves n'ont certainement pas la cote à Hollywood à ce moment-là. Retour en salle de montage donc, Baragli et Leone reviennent avec une version de 4h25. C'est largement mieux, mais pas encore suffisant pour le studio. En mai 84, alors que le tournage est déjà achevé depuis plus d'1 an, Il était une fois en Amérique et est diffusé en avant-première mondiale au Festival de Cannes dans ce qui deviendra sa version européenne, à savoir un montage final de 3h41 que Sergio Leone identifie comme étant la version officielle de son film. Selon lui, il est impossible de couper plus au montage sans altérer la cohérence du long métrage. Sauf que ça lui plaise ou non, Sergio Leone a signé un accord avec la Warner qui distribue le film aux États-Unis. Un accord stipulant qu'il ne livrera pas un film dépassant les 2h45 pour le marché américain. La Warner, qui n'apprend visiblement jamais de son passé, décide donc de jovialement piétiner l'intégrité artistique du cinéaste et remonte le film contre sa volonté. Le marché américain verra donc sortir en salle une version amputée quasiment de moitié qui dure 2h19 et ne se contente pas de trancher dans le vif, mais remonte aussi l'ordre du récit. And by going back and trying to arrange it chronologically, which is what happened when the film was released initially, it doesn't make any sense. Là où Sergio Leone livre un récit basculant d'un souvenir à un autre, un jeu constant d'époque, de décennies, la Warner livre un film linéaire qui suit simplement la chronologie du récit. Après tout, qu'est-ce que ça pourrait bien changer l'ordre d'un récit sur lequel un cinéaste a passé 12 ans d'écriture, 1 an de tournage et 1 an de montage ? Scandalisé, Sergio Leone va longtemps se battre contre la Warner, mais ne pourra rien y faire. Sa version de 3h41 ne sortira pas dans les cinémas américains. Lors de sa diffusion à Cannes, le film aura droit à une standing ovation de plus de 15 minutes, et ce à une époque où les ovations cannoises étaient loin d'être aussi coutumières qu'aujourd'hui. You know, when we were at the Cannes Film Festival, where it had its world premiere, you know, the reviews and the response was so astounding. I remember one article that said, headline said, you know, filmmakers cast your films into the sea. Leone is here with once upon, you know, it was like 15-minute standing ovation, and then was butchered, and I thought it must have broken his heart. La légende raconte que les clients des restaurants en face du Palais des Congrès ont entendu les applaudissements. Malheureusement, cet accueil dithyrambique était loin de refléter ce qui attendait le film. Aux États-Unis, comme dit précédemment, la sortie nationale se fera avec une version de 2h19 remontée dans l'ordre et qui coupe énormément de scènes jugées trop violentes ou choquantes.
Comme on pouvait s'y attendre, en dénaturant à ce point l'œuvre de son cinéaste, la Warner fait face à un accueil critique au mieux extrêmement mitigé, au pire franchement négatif. À ce moment-là, beaucoup de critiques ont pu voir la version originale à Cannes. Ils attaqueront donc bien plus la décision du studio que le film en lui-même. C'est le cas par exemple des célèbres Siskel et Ebert, qui sont on ne peut plus directs dans leurs critiques. Now I've seen the long version of this picture which is being shown in Europe. I've seen the short version of this picture which is being shown in the United States and which I'm reviewing right now. The long version is much better. The short version is pretty much a lot of junk. They have taken the entire structure, which was a whole beautiful situation of flashbacks and memories and fantasies, chopped out all of that material, put this in chronological order, and the irony is, if they didn't think the other version made any sense, this version is totally off the wall. Au passage, Ebert classera la version longue comme le meilleur film de 84 et la version courte comme le pire film de l'année. Côté box-office, Il était une fois en Amérique récoltera à peine 2,4 millions de dollars sur son premier week-end aux États-Unis. Et entre les critiques et l'accueil du public extrêmement frileux, il chutera rapidement pour achever sa course avec à peine plus du double, soit 5,3 millions de dollars. Avec un budget de 30 millions, c'est tout simplement un désastre d'ampleur historique sur le sol américain. Un des plus grands flops de l'histoire du cinéma à l'époque. Mais même dans les territoires où le montage n'a pas été sacrifié, on ne peut pas parler de triomphe. Par exemple, le film fait 1,5 million d'entrées en France. Si le score peut sembler plus qu'honorable aujourd'hui, c'est clairement une déception en 84. Encore plus si on considère la popularité que Sergio Leone avait dans notre pays. Pour comparer avec le reste de la trilogie, Il était une fois la Révolution avait dépassé les 5 millions d'entrées, et avant lui, Il était une fois dans l'Ouest avait été jusqu'à 15 millions d'entrées. En Italie, le film fera clairement moins que les précédents films de Leone également. La vérité est simple, même sans avoir été saboté par le studio, Il était une fois en Amérique était trop peu accessible, trop dur à vendre auprès d'un grand public qui attendait quelque chose d'autre, venant d'un cinéaste qui, jusqu'alors, avait trouvé l'équilibre parfait entre film de cinéphile et divertissement grand public. Miné par cet échec, usé physiquement et psychologiquement, Sergio Leone voit son état de santé se dégrader. Il lancera ses derniers efforts dans la bataille fin 88 pour mettre sur pied un projet encore plus fou, encore plus coûteux, encore plus démentiel, Leningrad, les 900 jours, tiré du livre historique de Harrison Salisbury. Sergio Leone réclame un budget de 100 millions de dollars. Il se bat pour dépasser le chef-d'œuvre Il était une fois en Amérique et créer la plus grande œuvre de sa carrière. Malheureusement, il meurt en 89, 2 jours avant de signer officiellement son contrat en tant que réalisateur de Leningrad. Io credo che I film siano lunghi fin quanto o quando annoiano. Ecco, un film di 3 ore e 40 può sembrare un film di 1 ora e un film di 1 ora e mezza può sembrare un film di 5 ore. Il laisse derrière lui une filmographie exemplaire. Et surtout, cette dernière œuvre mal aimée qui sera réévaluée avec le temps au point d'être unanimement considéré aujourd'hui comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Un film somme, celui qui a sublimé et tué le film de gangster, celui qui a filmé l'histoire de l'Amérique comme personne. Il émane de ce récit fleuve une poésie inégalée qui repose en partie sur sa longueur. On voit le temps se figer sur la pellicule. On voit nos personnages traverser des générations et le basculement d'une civilisation tout entière. Au cours du récit, on perçoit cette vieille Amérique fantasmée qui prend la poussière, s'avachit, s'effondre sous nos yeux, rattrapée par un moderne venant tuer l'idylle du rêve américain, à moins que ce rêve n'était déjà mort, forgé dans la violence et la manipulation. Au passage, petit conseil lecture, si vous aimez ce portrait de cette Amérique changeante, je vous conseille très fortement Personne ne gagne, écrit par Jack Black, là encore un pseudonyme, c'est édité chez Monsieur Toussaint Louverture, et comme souvent quand un livre est édité chez eux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au-delà de ça, j'aime profondément cette façon qu'a le film de traduire la perception subjective du temps qui passe. Les souvenirs d'enfance sont colorés, les dialogues fusent, le montage est rythmé, là où, à l'extrême opposé, les passages se déroulant plus tardivement sont plus taiseux, plus lents, filment des personnages fatigués avec de longs plans sans coupe, des bribes de dialogue éparpillées qui s'évaporent dans le regard lourd de sens des personnages mutiques. Les beaux jours qui s'envolent trop vite, la vieillesse difficile qui s'étire à la pellicule,
personne n'avait jamais filmé aussi bien la nostalgie, la perte de vitalité et l'amertume du temps qui passe. L'écriture contribue à rendre les personnages perceptibles, vivants et vibrants. On comprend leurs contradictions, l'attachement qu'on peut avoir pour eux comme la répulsion pour certaines de leurs actions, les trahisons déchirantes. Émotionnellement, on suit ce parcours avec autant de sensibilité que nos personnages. Et puis, Il était une fois en Amérique, c'est ce grand cinéma classique, au sens le plus noble du terme. Une bande originale sublime qui reste parmi les plus belles d'Ennio Morricone, une direction d'acteurs irréprochable, des plans qui n'ont rien perdu de leur splendeur, un sens de la mise en scène noble, puissant, spectaculaire. Ce film, c'est le cinéma. Tout son dispositif, tout ce qu'il est et qu'il représente est pensé pour et par le cinéma. Alors, on aura beau regretter évidemment de ne jamais avoir vu Leningrad, force est de reconnaître qu'on se demande bien comment Sergio Leone aurait pu surpasser un tel chef-d'œuvre. After you do the Dollars trilogy, how can you ever top that? And then he managed to top it. Well, Once Upon a Time in America, and it's like, there's almost like, how far can you go? On s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de voter en commentaire entre Tomorrowland et Le Géant de Fer. En attendant, vous pouvez me soutenir sur Utip et sur Tipeee. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Vous connaissez. Je vous dis à très bientôt.